Ce livre, Vers un monde sans enfants, alors sous-titré Faire face à l'hiver démographique, est un livre d'intervention dans la conjoncture intellectuelle. C'est un livre, j'allais dire, de vulgarisation, en tout cas de présentation des questions démographiques dans des termes simples à l'attention du grand public qui est interpellé par ces questions-là quand elles surgissent dans les médias. C'est un livre de réflexion théorique sur les liens entre la démographie et l'économie politique. C'est aussi un livre polémique contre le néo-malthusianisme et contre le libéralisme. Et enfin, c'est un livre qui propose un retour aux fondamentaux du mouvement ouvrier et socialiste dans leur position sur les questions de population. Alors, la période actuelle est une période d'illusion d'optique, puisque c'est une période de croissance exponentielle de la population. Quand on regarde la courbe, en réalité, c'est quasiment une ligne verticale, donc ça donne le frisson. Dans les années 50, il y avait 2 milliards d'habitants sur Terre. Aujourd'hui, il y en a 8 milliards. On projette qu'il y en aura 10 milliards à l'horizon 2060. Et donc, ça laisse place à toutes sortes évidemment, d'inquiétudes euh, et, euh, et de fantasmes sur cette croissance, avec des gens qui vont dire dans le débat public que on va avoir 11 milliards, à l'horizon 2100, on aura 11 milliards, si ce n'est 16 milliards et encore 32 milliards d'habitants sur Terre. Bien évidemment, ça n'arrivera jamais parce que la croissance de la population, elle a commencé déjà à ralentir et en réalité, toutes les études sur le sujet montrent qu'on atteindra un pic de population d'un peu plus de 10 milliards d'habitants à l'horizon 2080 et qu'à partir de cette période, la population mondiale va commencer à décroître au rythme aussi rapide que celui auquel elle a cru. Et donc c'est ça en réalité qui se profile et qu'on doit prendre en compte, qu'on doit en voir un peu en ligne de mire pour s'imaginer le destin démographique de l'humanité. Et ce n'est pas du tout une vision pessimiste. En réalité, à chaque fois que les chiffres sont actualisés, on s'aperçoit que le pic de population, il se rapproche de nous. Et en fait, le déclin a déjà commencé dans toute une série de pays qui sont déjà aujourd'hui en déficit de population. Alors ça, tout ça, évidemment, j'en parle dans le livre. Dans les plus connus, il y a la Chine, bien entendu, mais toute l'Asie du Sud-Est est en déclin démographique. Les Balkans sont complètement effondrés démographiquement. La Russie est très mal en point. Voilà, il y a 63 pays dans le monde aujourd'hui qui sont en déclin démographique, c'est-à-dire en déficit de population d'une année sur l'autre. On estime qu'à l'horizon 2050, il y en aura 48 de plus, c'est-à-dire le Brésil, l'Iran, la Turquie et tout un tas de grands pays. Et enfin, les 128 derniers, si j'ose dire, qui vont commencer à décliner à l'horizon 2100. Alors, concernant la France, comment est-ce qu'on se situe dans cette problématique? euh, on se situe sur le fil du rasoir. C'est-à-dire qu'en réalité, et c'est pour ça que le sujet commence à percer médiatiquement, en réalité, la situation démographique de la France est très mauvaise. En 2024, il y a eu 663 000 naissances. C'est le nombre de naissances le plus bas depuis 1945. Sauf qu'à l'époque, la population était de 48 millions et qu'aujourd'hui, elle est de 68 millions. Donc en réalité, l'écart est encore plus important qu'il n'y paraît. Euh, L'indice conjoncturel de fécondité, c'est-à-dire ce qui permet de calculer le nombre qu'auraient les femmes au terme de leur cycle de fécondité si elles avaient le nombre d'enfants de l'année donnée. Hein. C'est une projection. Aujourd'hui, il est de 1,62, ce qui est très mauvais, ce qui est inférieur à l'année précédente et encore celle d'avant, etc. Et si on considère la France métropolitaine, parce qu'évidemment tout ça prend en compte aussi
les territoires et départements d'outre-mer, y compris des endroits comme Mayotte où il y a un taux démographique qui est celui du Mozambique, hein. Si on prend la France métropolitaine, on est à 1,59. Voilà, donc c'est extrêmement inquiétant. Et le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre les naissances et les décès, hein, c'est tout bête, il décline d'année en année. Il était d'un peu plus de 40 000 en 2023, il est de 17 000 en 2024. C'est-à-dire que le moment où il y aura en France plus de décès que de naissances, il est pour demain ou après-demain, hein. On n'est pas sur une projection à long terme. Et la population continue à croître un peu, mais de manière très lente, de l'ordre de 0,3% par an. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces 0,3%, 90% proviennent de l'immigration en réalité, dans la maigre croissance de la population française. Alors, on va dire quel est le problème? Être plus ou moins nombreux, à la limite, peu importe. La France a été, comme je le disais il y a un instant, en 1945, on n'avait que 48 millions d'habitants. Ce n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est le rapport entre le nombre de jeunes et le nombre de vieux dans la population à un moment donné. Et là, c'est ça qui est extrêmement inquiétant. Au 19e siècle, il y avait 8,5% de personnes de moins de 60 ans de plus de 60 ans, pardon, dans la population générale. Aujourd'hui, on a passé les 27% de personnes de plus de 60 ans dans la population française. Alors, ça, c'est dû aussi, ce qui est une bonne chose, hein, en soi, à l'allongement de la durée de l'espérance de vie, puisque dans les années 60, on avait une espérance de vie, non pas à la Libération, on avait une espérance de vie entre 60 ans pour les hommes, 65 ans pour les femmes. Cette année, en 2024, donc l'année dernière, là où on a les derniers chiffres, on a passé les 80 ans pour les hommes et les 86 ans pour les femmes. Mais tout ceci s'accompagne d'une diminution de la population active, et évidemment, c'est ça qui pose des problèmes en cascade, parce que ça pose des problèmes de financement, alors de dynamisme économique, hein, y compris intellectuel, hein, ne nous racontons pas d'histoire, mais aussi de financement de nos dispositifs sociaux. On le voit sur la question des retraites, mais ça vaut aussi sur la question de l'assurance maladie, sur la question de la dépendance, car qui du coup devient un problème de plus en plus prégnant. Donc on va avoir de plus en plus de personnes dépendantes, mais avec de moins en moins de cotisants pour financer tout ça. Et donc le risque, c'est de voir un affaissement de l'ensemble du dispositif de sécurité sociale. Donc voilà les enjeux qui sont posés. La question de ce taux de fécondité est très importante, puisque quand on descend en dessous d'un certain seuil, en réalité, il devient extrêmement compliqué de remonter. Il y a ce qu'on appelle une espèce de phénomène de trou noir qui se produit, puisque comme à chaque génération, vous avez moins de femmes qu'à la génération d'avant, même si à un moment donné, la natalité repart, elle repart de tellement loin qu'elle mettra des dizaines et des dizaines d'années potentiellement à retrouver le niveau initial. Donc ce qui est extrêmement important, c'est d'éviter d'arriver à ce niveau de décrochage. Pour la France, c'est pas trop tard, mais ça sent le roussi quand même, hein, puisque on était à 1,8 dans ces eaux-là pendant de longues années. Être aujourd'hui à 1,62, c'est extrêmement inquiétant. Et à tous ces problèmes, ça ajoute aussi quelque chose dont je parle dans le livre, qui est peu évoqué par les gens qui travaillent sur le sujet, c'est la baisse de fécondité, en particulier la baisse de fécondité masculine, donc qui est une décroissance au niveau mondial, hein, ça ne concerne pas que les Européens, qui est extrêmement spectaculaire et extrêmement inquiétante, et là qu'on lie à des problèmes environnementaux, en particulier les nanoparticules, etc., etc. Donc il y a un lien entre les questions démographiques et la question écologique qui est très très fort et qui a été mis en exergue. Alors j'essaye d'expliquer dans le livre comment ce processus donc mondial s'est mis en place.
j'essaye de mettre en évidence, donc on appelle dans le langage courant la transition démographique, ce qui ne veut pas dire grand-chose, parce qu'une transition, c'est quand on passe de point A à un point B. Là, en réalité, c'est la manière dont fonctionne la démographie de toute une période. J'ai essayé d'identifier à quoi ça correspondait, quelle était cette période, et cette période, c'est celle du développement du capitalisme. Il y a évidemment une très forte corrélation entre le niveau de développement industriel et les taux de fécondité. Et en réalité, la fécondité au niveau mondial, elle baisse au rythme de la diffusion du capitalisme à travers l'ensemble de la planète, en sachant qu'aujourd'hui, dans une série d'endroits, par exemple dans l'Afrique subsaharienne, cette diffusion du capitalisme, elle reste extrêmement superficielle au sens où elle n'a pas atteint le niveau du développement industriel. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on pourrait parler de la crise démographique en réalité comme la loi de population, pour reprendre une expression de Marx, de la loi de population du capitalisme, et qui se manifeste dans un premier temps par une croissance de la population et dans un deuxième temps par un déclin, donc le processus dans lequel on se trouve aujourd'hui. Ce que j'essaye, au regard de ces descriptions, d'apporter, évidemment, c'est un démenti, mais bon, j'allais dire, il n'y avait même pas besoin de ça, tellement ça semble évident, et pourtant, aux thèses néo-malthusiennes sur la surpopulation. Voilà. Malthus, c'est quelqu'un du XVIIIe siècle qui pensait que la population allait se développer plus rapidement que les moyens de la nourrir et que donc ça allait créer un problème systémique. Évidemment, ça ne s'est jamais passé parce qu'il avait oublié un détail qui était la productivité, en particulier agricole, et donc tout ça est faux. Et bien que ce soit démenti par les faits, aujourd'hui, il y a une forte prégnance du malthusianisme, en particulier dans certains milieux de gauche, où il y a une espèce de fusion qui s'est opérée entre l'hostilité à la famille dans le post-68 et l'émergence du néolibéralisme et donc de l'individualisme comme modèle. Et donc ça donne une espèce de base à ça, avec cette idée qu'on est trop nombreux, etc. Bon, qui, comme je l'ai dit précédemment et comme c'est développé longuement dans le livre, est évidemment totalement fausse. Ce sont des idées qui sont pernicieuses également, et comme le disait le regretté Samir Amin, un économiste égyptien des années 70, enfin dans des livres des années 70, il y a aussi un impensé racialiste là-dedans concernant l'Afrique. C'est-à-dire que l'idée, c'est les Africains sont trop nombreux et ça les empêche de se développer, et en réalité, il faudrait limiter leur population pour leur permettre de le faire. Or, en réalité, c'est exactement l'inverse qui s'opère, puisque c'est là où l'économie est la plus développée que la population tend à décliner. Et que par contre, si on force un déclin de la population par des méthodes de contrôle, je dirais téléguidées par l'Occident, eh bien, on va enfoncer en réalité, on va enfoncer les gens dans leurs difficultés économiques. Alors, idéologiquement, on trouve tout un tas de dégradés de positions que moi, j'analyse dans le détail, hein, dans le livre. Donc, j'ai parlé des néo-malthusiens. Ensuite, vous avez tout le courant social libéral, voire libéral, qui est en partie perméable au malthusianisme pour les sociaux-libéraux et profondément indifférent. Bon, pour les libéraux orthodoxes, en réalité, comme le capitalisme et le libre marché a réponse à tout, il va rééquilibrer tout ça, et finalement, tout va s'arranger. Bon, ce qui évidemment n'est pas le cas du tout. Et ensuite, je discute aussi le dégradé de position qu'on va trouver chez ce qu'on appelle les libéraux conservateurs, hein, c'est-à-dire ceux qui correspondent plus ou moins au LR aujourd'hui, et jusqu'aux libertariens qui, eux, sont favorables au développement de la population, mais dans le même temps réhabilitent des thèmes
eugénistes, hein, voilà, sur l'amélioration de la race, qui sont pour le moins inquiétants. Et qui d'ailleurs viennent un peu bousculer, mais ça on le voit bien aujourd'hui à travers l'actualité politique. Hein, je n'ai pas besoin de faire un dessin sur ce qui se passe aux États-Unis. Mais on voit bien que ce à quoi on a affaire est nouveau, et que les définitions politiques traditionnelles, les étiquettes qu'on accolait traditionnellement, ne correspondent pas tout à fait à la réalité de ce qui se présente à nous. Alors, quelles sont les réponses du capitalisme et des capitalistes à cette crise démographique? Eh bien, elles sont diverses. Elles sont diverses. Il y a des entreprises dans des États qui ont des forts problèmes démographiques, je pense au Japon et à la Chine, de grandes entreprises qui vont mener des politiques pour essayer de redresser la natalité, se basant sur leurs propres salariés, hein, j'entends. Par exemple, il y a je ne garantis pas la prononciation, hein, mais il y a une multinationale japonaise de la finance qui s'appelle Hitoshi Corporation, qui est une des 100 plus grosses boîtes mondiales, hein, c'est un truc énorme, qui a développé un système permettant de faciliter la flexibilité du travail sur les horaires, une certaine forme d'interdiction des heures supplémentaires, de télétravail, etc., pour essayer de faciliter aux gens la combinaison vie familiale, vie professionnelle, et donc faciliter la natalité. Sur le plan des grandes organisations internationales un peu structurées, vous avez l'OCDE, qui est une des principales, et qui en gros a un plan A, plan B. Le plan A, c'est d'aider à la démographie à travers des politiques familiales. Donc l'OCDE se prononce pour développer les modes de garde pour les enfants, pour les congés parentaux, pour les aides et les allocations familiales, etc. Et le plan B, c'est de s'adapter à un déclin de la population et surtout à son vieillissement à travers l'immigration comme recours numéro un, à l'élargissement de la population active. Ça, c'est un sujet, c'est-à-dire faire davantage travailler les femmes, faire davantage travailler les vieux. Ça, on a vu le débat autour des retraites en France, c'est de ça qu'on parle, hein. Faire davantage travailler les jeunes, ça, c'est tous les débats sur sur l'alternance, etc. Et puis aussi faire travailler ceux qui sont en dehors du marché du travail, c'est-à-dire les allocataires du RSA. Donc, vous voyez, on peut connecter ça au débat actuel sur le fait qu'il y ait des contreparties de travail qui soient versées, qui soient exigées en compensation des allocations. Le dernier point, chez les capitalistes, c'est l'augmentation de la productivité. Donc, ce qui fait débat chez eux, c'est le soutien aux politiques familiales, parce que toute une série sont contre. Les libéraux hardcore, ils sont contre. Le Fonds monétaire international, ils sont contre. Et il y en a beaucoup aussi qui pensent que l'immigration n'est pas une solution, ou en tout cas que c'est une solution à court et moyen terme. Mais évidemment que ça ne règle pas le problème. Alors pour la productivité, c'est un point extrêmement problématique que j'essaye de discuter un peu dans le détail, dans la mesure où le capitalisme donne aujourd'hui des signes d'obsolescence. Les gains de productivité, le maximum dans leur développement a été atteint dans les années 1940 aux États-Unis, dans les années 1950 dans des pays comme la France, et à partir des années 2000, vous avez un très fort ralentissement des gains de productivité aux États-Unis. À partir de 2007, vous avez un fort déclin des gains de productivité en Asie. En France même, dans la période, que je ne me trompe pas de date, 2007-2012, il y a une baisse absolue de la productivité, c'est-à-dire qu'il y a un déclin de la productivité, pas simplement un ralentissement des progrès. Par ailleurs, le capitalisme fonctionne sur un mode de reproduction élargi, c'est-à-dire que pour qu'il se développe, il faut qu'il fasse rentrer toujours davantage de personnes dans la production, ce que notre ami Marx appelait l'armée industrielle de réserve. Et donc, il doit toujours y avoir un volant d'inactifs
qui permettent au capital de prolétariser à chaque fois de nouvelles personnes. C'est ce qu'on observe aujourd'hui à travers c'est ce qu'on a observé à travers le phénomène de mondialisation, hein, tout simplement, hein, de nouvelles personnes pour pouvoir continuer à se développer. Bon. Si vous êtes dans un schéma et dans une hypothèse comme celle que j'évoquais tout à l'heure, où vous avez un déclin de la population, du coup, ça met un frein absolu et ça crée des éléments de crise systémiques au capitalisme. Ça, c'est un point que j'essaye de développer. Alors, si le capitalisme n'est pas la solution, où peut-on la trouver? J'essaie de montrer qu'on peut la trouver du côté des travailleurs. Alors d'abord, qui sont les premières victimes de tout ça, puisque les travailleurs et plus généralement les personnes à faible revenu sont les premières, les personnes qui ont le moins de possibilités matérielles de réaliser leurs aspirations familiales. Voilà. Ce sont ceux qui font le moins d'enfants, mais pour des raisons matérielles, comme c'est montré à travers toutes sortes d'enquêtes d'opinion. Ce sont ceux aussi qui souffrent le plus de la crise du couple. Donc je parlais du néolibéralisme, ces phénomènes de dislocation sociale, de dislocation familiale et de précarité, alors précarité sociale, mais vous avez aussi une précarité des couples. Et la précarité des couples, elle touche davantage les travailleurs que les gens qui font partie de la classe de l'encadrement, si ce n'est de la bourgeoisie. Pour autant, ce sont eux qui pourraient potentiellement proposer un changement de paradigme, c'est-à-dire de sortir des contradictions du capitalisme, qui est un système évidemment aveugle et qui donc développe des aspects mortifères sur cette question de natalité. Et donc l'appel que je lance dans la conclusion du livre, c'est à mener ce que certains de nos amis italiens appellent la bataille pour l'espèce, c'est-à-dire une politique qui se base au retour aux fondamentaux du socialisme des origines, qui est le choix d'une politique de vie comme réponse globale à l'ensemble des questions, hein, parce que ça ne touche pas que la question de la natalité, mais ça touche aussi le rapport à la nature, hein, par exemple, puisque le capitalisme aveugle est aussi un grand destructeur de la nature. Et sans entrer dans de détails, par un point de principe fondamental qui était énoncé à l'Assemblée nationale française à la fin du XIXe siècle par Lafargue, du Parti ouvrier français, le gendre de Karl Marx, la reconnaissance de la fonction sociale de la maternité. Et si on reconnaît cette fonction sociale, ça permet ensuite à la société de compenser les coûts que peuvent engager pour les personnes le fait d'appeler à la vie des enfants supplémentaires. Et ça rejoint la philosophie qui a fondé en fait les politiques familiales telles qu'elles existent et telles qu'elles sont malheureusement en déshérence.